Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes toujours en très bonne santé. Donc, bienvenue dans le cadre de cette 5e séance. J'attire votre attention que ce cours est adressé aux étudiants de la première année droit, module Introduction au droit. C'est un module que je partage avec le professeur Salah Din Matzouk. Donc, le cours est adressé au groupe 1 et 2. Alors là, on va dans cette séance, on va commencer un nouveau chapitre relatif aux sources du droit. Les sources du droit. Alors, tout d'abord, je commence par une remarque, c'est que on assiste aujourd'hui à une diversité des sources de droit. Il ne s'agit pas ici, dans ce chapitre, de rechercher le pourquoi des règles du droit positif qui nous régissent, non. Sans doute, ces règles ont-elles toutes un fondement tantôt philosophique, tantôt matériel, etc. C'est ainsi que les données sociales et économiques imposent une remise à jour incessante de nombreux textes. Le système juridique d'un État n'est pas un ordre immuable. La vie du droit est non seulement dans son évolution, je dirais mal dans sa connaissance et sa mise en œuvre, la vie de droit a des sources qui l'accomplissent. Quand on parle de sources du droit, on s'interroge seulement sur le point de savoir comment, à l'époque actuelle, on crée la règle de droit. C'est-à-dire les différentes façons dont les règles juridiques sont établies. Il est généralement répandu que ces sources sont nombreuses, parce qu'on y fait entrer tout ce qui, même indirectement, peut entraîner soit une règle de droit nouvelle, soit un sens nouveau à une règle préexistante. En ce sens, on dira que la jurisprudence, j'attire votre attention que la jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions qui émanent des différents tribunaux. La jurisprudence, c'est-à-dire la manière habituelle de juger, est une source de droit. Parce qu'en appliquant les textes à la situation litigieuse, le juge est amené à procéder à des ajustements ou à des additions non prévues à l'origine. De même, les tribunaux sanctionnent, outre les règles textuelles, certains grands principes qui ne viennent d'un droit ou d'un lointain passé, certaines règles non écrites issues de la tradition, des usages, de la coutume, etc. De même encore, il arrive que le droit découle de la doctrine ou de la pratique ou des usages eux-mêmes qui créent de toutes pièces ou important des formules juridiques nouvelles pour satisfaire à des besoins d'apparition récente. Donc, ce sont tous des sources, je dirais, indirectes de la règle de droit. Bref, le droit est plus grand, plus étendu que les textes qui en sont les sources formelles. Ces textes demeurent cependant la source primordiale du droit. C'est donc à ces textes, source formelle du droit, qu'il convient de donner la première place, sans pour autant négliger les autres sources que j'ai citées tout à l'heure, comme la jurisprudence, les usages, la doctrine, etc. Donc, j'ai dit au texte les sources formelles du droit qu'il convient de donner la première place, sans pour autant négliger les autres sources dont l'importance est parfois délicate à apprécier. On dit que la société se donne des lois et suit des coutumes. Je répète, la société se donne des lois, elle suit des coutumes. Donc, on va envisager d'abord, dans une première section, les sources officielles. La loi et la coutume sont les deux sources directes et obligatoires du droit objectif. La loi et la coutume. Il serait équivalent de dire que, par leurs sources, les règles de droit se divisent en règles légales et en règles coutumières. Donc, on va examiner ensuite les autres sources du droit, dont l'importance est loin d'être négligeable, le cas de la jurisprudence, la doctrine, même si
ces dernières sont considérées comme de simples autorités, des sources par voie d'interprétation. Donc chapitre 1, les sources officielles du droit. Les sources officielles du droit. Ici, il s'agit des sources qui produisent des règles immédiatement et obligatoirement applicables par le juge. Et là, on distingue entre les textes, à savoir la loi, la législation, et la coutume. On va consacrer donc une première section aux sources formelles, donc les textes. Les sources formelles, les textes. Alors, pour ce qui est des textes, ils sont classés suivant un principe hiérarchique. Donc, après avoir étudié les textes dans cette hiérarchie, on examinera successivement leurs conditions d'application, leur interprétation, leur application dans le temps et dans l'espace. On peut même finir par voir comment la règle de droit peut disparaître à travers l'abrogation. Par ces textes, on entend donc les règles écrites émanant des autorités publiques et administratives, en principe national mais aussi international. Permettez-moi d'abord de vous donner quelques précisions quant aux sources internationales du droit. Et je commence par évoquer la Convention de Vienne de 1969 qui définit le traité comme étant un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international. En principe, lorsqu'ils ont été régulièrement ratifiés ou approuvés par les États, les traités devraient se situer dans la hiérarchie des normes entre la Constitution et les lois. Bien sûr, les lois ordinaires. Ces traités doivent donc être conformes à la Constitution. Cependant, la Constitution marocaine ne donne pas de précision lorsqu'un traité comporte des dispositions contraires à la loi interne et s'il devrait ou non prévaloir sur ceci. Toutefois, la Constitution dispose que les traités susceptibles de remettre en cause les dispositions de la Constitution doivent être approuvés selon les procédures prévues pour la réforme de la Constitution. Cette disposition manifeste clairement la supériorité de la Constitution sur les engagements internationaux. Qu'en est-il maintenant des lois? Alors, le préambule de la Constitution marocaine de 2011 affirme que, conscient de la nécessité d'instaurer son action dans le cadre des organismes internationaux dont il est un membre actif et dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits et obligations découlant des chartes des dits organismes et réaffirme son attachement aux droits de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus. De même, le Royaume du Maroc réaffirme sa détermination à œuvrer pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. On pourrait, à travers ce passage dans le préambule de la Constitution marocaine, on pourrait en déduire qu'il existe une suprématie des conventions et des traités sur l'ordre juridique interne. Et surtout que le dernier alinéa du préambule nous dit que ce préambule fait partie intégrante de la présente Constitution. Cette constatation donc est également consacrée non pas par la Constitution, mais par plusieurs textes législatifs, la constatation relative à la primauté des textes internationaux sur le droit interne. Là, c'est ainsi qu'on trouve le Code de la nationalité marocaine a affirmé la supériorité des traités sur la loi interne. Ainsi, l'article 1er de ce même Code dispose que les dispositions des traités ou accords internationaux ratifiés et publiés prévalent sur celles de la loi interne. Toutefois, cette question restera source de controverse au Maroc,
je dirais, cette question a provoqué une certaine controverse au Maroc avant la Constitution 2011. Pourquoi? Parce que, pour vous expliquer ce point, je vais me référer au droit français. La Constitution française, dans son article 55, a clairement mis fin à cette controverse, en disposant que les conventions internationales légalement ratifiées par la France ont une valeur suprême par rapport au droit interne. Les 5 constitutions qui ont dévancé la Constitution 2011 n'ont pas prévu de telles dispositions semblables à ces droits français. Maintenant, je pense que le problème est résolu grâce au préambule le passage que je viens de citer, et surtout que le préambule de la Constitution, comme le dit la Constitution elle-même, fait partie intégrante de la Constitution. Donc je pense que le problème de la primauté des traités sur les lois est résolu actuellement au Maroc. Maintenant, qu'en est-il des sources internes? Ça, c'est donc ce qu'on avait sur les sources internationales. Maintenant, les sources internes. Alors pour les sources internes, concernant les textes, il s'agit de l'ensemble des dispositions écrites, adoptées par les autorités politiques ou tout autre organe compétent. On va classer les textes suivant l'autorité qui leur est attachée. Donc ça va faire l'objet de la sous-section 1. Alors le système marocain connaît à cet égard un principe hiérarchique suivant lequel aucun texte ne peut aller à l'encontre d'un autre qui lui serait supérieur. Donc ça, c'est l'objet de la section 2. Ensuite, on étudiera le domaine d'application des textes, sous-section 3, et leur méthode d'interprétation, sous-section 4. Donc, sous-section 1, classification des textes. Alors, sur le terrain des sources du droit interne, les textes désignent indifféremment les textes émanant du pouvoir constituant, c'est-à-dire la Constitution. Ceux adoptés par le pouvoir législatif, ce qu'on appelle la loi formelle, organique ou ordinaire, et ceux pris par le pouvoir exécutif, le règlement. Alors pour s'en tenir à une présentation générale, on trouve ainsi 1. La Constitution, 2. Les lois, la Constitution d'Ossor, 2. Les lois organiques, Qawanin Sandemiya, 3. Les lois ordinaires, Qawanin al-Adiya, et enfin le règlement al-Marassi. Premièrement, donc paragraphe 1er, la Constitution. La Constitution, on a déjà parlé de la Constitution, mais je rappelle quand même que la Constitution, c'est l'ensemble des règles relatives à l'établissement, à l'exercice et à la transmission des pouvoirs publics. La Constitution règle également les relations entre l'État et l'individu. Elle constitue donc un instrument de garantie et de défense des droits et des libertés. Je vous rappelle que la première Constitution du Maroc date de 1962, lorsque le pays recouvrit son indépendance. Le souverain, Mohamed V, œuvra pour la mise en place d'institutions politiques et constitutionnelles. Ce fut tout d'abord la création du Conseil consultatif national par le Daïr de 1956, qui restera en fonction jusqu'en 1959. Il s'agit d'un embryon du Parlement, même s'il n'était ni constituant ni législatif, mais seulement consultatif. Les membres de ce conseil étaient tous désignés par le roi. Il disparaît ce conseil a disparu en mai 1959. Reste à préciser que le mode d'élaboration de la future constitution fut un grand problème qui a donné naissance à une controverse passionnée posant le problème du pouvoir constituant. Bref, la Constitution fut préparée par une cour constitutionnelle qui devait établir des institutions démocratiques dans le cadre de la monarchie constitutionnelle, tout en respectant les principes fondamentaux
de l'islam et les particularités du Maroc. Ce conseil se composait de 78 membres et regroupait différentes tendances politiques. Il devait préparer le texte et le soumettre à l'approbation du roi avant de le soumettre au référendum. La formule fut un échec à cause de l'abandon de certains partis politiques et la prédominance du parti de l'Istiqlal. Après cette controverse, la Constitution a été rédigée par le soin du feu Hassan II et sera adoptée par le référendum du 7 décembre 1962. Par la suite, la Constitution de 1962 a fait l'objet de 5 révisions, donnant lieu à 4 constitutions, 72, 93, 96 et 2011. Voilà une brève évolution des constitutions, des différentes constitutions que le Royaume du Maroc a connues. Donc la Constitution est un pacte, on peut dire, la Constitution est un pacte écrit fixant les règles régissant l'exercice du pouvoir ainsi que l'organisation et le fonctionnement des institutions. Il définit donc les droits et les devoirs de l'État et du citoyen, l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics tels que le Parlement, le gouvernement, le chef du gouvernement, etc. Il s'agit en quelque sorte du statut de l'État. En effet, l'État contemporain se présente comme une institution, c'est-à-dire comme une personne morale détentrice de pouvoir. Or, le propre des personnes morales est de ne pouvoir exister qu'en vertu d'un statut. Le statut de l'État, donc, c'est la Constitution. La Constitution se situe au sommet, donc, de la hiérarchie des normes à raison de divers facteurs. D'abord, sa procédure d'élaboration. Qui élabore la Constitution? Est-ce un monarque ou un dictateur ou une assemblée? Le procédé le plus démocratique est celui qui consiste à associer le peuple considéré comme le pouvoir constituant originaire à la rédaction de la loi suprême. Ceci peut se faire par le biais d'une assemblée appelée pouvoir constituant institué. Pouvoir constituant institué. Le texte ainsi élaboré sera soumis au peuple par référendum. Son objet, l'objet de la Constitution, son objet est l'organisation du pouvoir entre les diverses autorités de l'État, les diverses assemblées et qui constituent le pacte social régissant les gouvernants et les gouvernés. C'est la Constitution qui donne donc au Parlement et au gouvernement le pouvoir d'édicter des règles de droit. C'est pourquoi elle reste l'acte le plus important de notre droit, étant donné qu'elle définit le régime politique de notre pays, les différents pouvoirs et leurs compétences et les libertés individuelles et collectives réservées aux citoyens. Aussi, ni loi ni règlement ne doivent la contredire. Qu'en est-il du contenu de la Constitution marocaine? Bien sûr, je suis en train de parler de la dernière Constitution de 2011. Donc, s'agissant de son contenu, je peux vous dire qu'après un préambule composé de 6 alinéas, la Constitution comporte 180 articles, répartis en 14 titres. On y trouve les règles relatives aux principes fondamentaux, tels que tous les Marocains sont égaux, l'islam est la religion de l'État, la garantie des libertés individuelles, comme la liberté de circuler, la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Il y a aussi des dispositions relatives à la royauté, au Parlement, au gouvernement, au rapport entre les pouvoirs, le roi et le Parlement et le gouvernement. Il y a des dispositions relatives à la Cour
constitutionnel, à la justice, etc. Donc, il y a aussi, on trouve aussi le Conseil économique et social, qui peut être questionné par le gouvernement et les deux chambres du Parlement sur toutes les questions économiques ou sociales. Nous avons aussi des dispositions relatives, qui réglementent la Cour des comptes, qui est chargée d'assurer le contrôle supérieur de l'exécution des lois de finances et assure la régularité des opérations, des recettes et des dépenses des organismes soumis à son contrôle et, bien sûr, les sanctions au manquement à ces règles. Enfin, la Constitution contient des règles relatives aux collectivités locales, à la révision de la Constitution, à la bonne gouvernance. Donc, bien sûr, je ne vais pas trop détailler ces points parce que vous avez déjà, ce semestre-là, vous avez un module relatif au droit constitutionnel dans lequel ces axes seront bien développés, bien entendu. Voilà pour la première source directe de texte ou de loi au Maroc, à savoir la Constitution. Deuxième texte, ou deuxième source directe, législative, c'est les lois. Donc, c'est l'objet du paragraphe 2. Donc, paragraphe 2, les lois. Donc, c'est notre deuxième source, la loi. Alors, je préfère consacrer pour cette deuxième source, qui est la plus importante, une séquence à part. Donc, on va se retrouver dans quelques minutes pour consacrer une séance à part à cette deuxième source qui est la loi. Je vous remercie et à tout à l'heure.